Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro du Grand Débrief de la transition énergétique. J'accueille aujourd'hui Daniel Labaronne, député Renaissance et membre de la Commission des Finances. Daniel Labaronne, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le grand débrief de la transition énergétique. Donc on va parler naturellement de transition énergétique, mais aussi de fraude liée aux aides à la transition énergétique. Donc vous êtes député, mais aussi vous tenez aussi un rôle au sein de la Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Quel est ce rôle au sein de ces commissions ? Alors, en tant que membre de cette commission des finances, je participe à l'évaluation des politiques publiques, au contrôle de l'action du gouvernement. Je peux être responsable également de propositions de loi, de projets de loi. Je suis par exemple rapporteur spécial de la mission Conseil et contrôle de l'État, c'est-à-dire que je contrôle les comptes de la Cour des comptes, du Conseil d'État et du Conseil économique, social et environnemental. Et bien justement, on va parler de ces comptes, puisqu'il y a des trous dans ces comptes et pas des moindres, puisque Tracfin a récemment donné un chiffre qui est assez inquiétant, c'est celui de 400 millions. Il y aurait 400 millions de fraudes liées à l'aide MaPrimeRénov', qui est destinée à aider les ménages pour faire leurs travaux d'économie d'énergie dans le bâtiment, et ça ne porte qu'uniquement sur des signalements. Donc apparemment, il y en aurait peut-être beaucoup plus. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire ? Alors, 400 millions d'euros, je vais vous étonner, mais ce n'est pas beaucoup, compte tenu de ce que l'on sait de la fraude globale, qui peut représenter beaucoup plus et quelques milliards d'euros. Ce que nous faisons par rapport à ce montant de fraude très très important, c'est que nous mettons en place des dispositifs pour lutter contre la fraude fiscale, sociale, douanière et la fraude aux aides publiques. Et la politique que nous menons, les instruments que nous instaurons, les contrôles que nous exerçons donnent des résultats. Puisque en 2023, on a évalué qu'on avait recouvré, on avait exigé le paiement de 15 milliards d'euros liés à la fraude. La difficulté, c'est le recouvrement. C'est ensuite d'aller chercher ces 15 milliards. Bon. Mais il y a une vraie volonté politique de lutter contre la fraude dans tous ces domaines. Donc vous évoquiez la fraude à la PrimeRénov', 400 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent quand même. Et il faut que l'on mette en place tout un tas de dispositifs pour prévenir, pour faire en sorte que ces fraudes n'existent pas, pour mieux informer sans doute les consommateurs, mais aussi pour dire très clairement à ceux qui fraudent, ça va un petit peu moins rigoler. Et on vous prévient que nous allons mettre en place des dispositifs comme, par exemple, couper le robinet dès que Tracfin fait un signalement, permettre un transfert d'informations entre toutes les administrations, favoriser les saisies et faire en sorte que ceux qui prêtent un peu la main aussi à la fraude, les donneurs d'ordre, eh bien, soient responsabilisés, soient solidaires ça serait du nouveau, fraudeur. ça serait inédit. Alors, ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, mais il faut absolument qu'on aille dans cette direction. Mais ces 400 millions sont uniquement sur la base de signalement, c'est-à-dire sur la base de ce qu'on sait. Oui. Et on sait très bien qu'il y a des personnes qui ne déposent pas plainte, il y a des sujets qui passent sous la table, il y a des fraudes tellement bien faites qu'on ne les verra jamais, donc on peut aisément penser que ce chiffre, en réalité, est beaucoup plus important. Mais oui, mais c'est la raison pour laquelle nous avons une direction générale de la consommation et de la répression des fraudes qui multiplie les contrôles pour justement traquer toutes ces opérations frauduleuses. Il ne faut pas croire que l'État reste comme ça, spectateur. Au contraire, tout son intérêt, c'est d'aller chercher les fraudeurs, de récupérer de l'argent, dans un souci de justice sociale. Tout à fait, parce que c'est l'argent des Français, c'est l'argent des contribuables, tout le monde participe à cet effort. Et puis les fraudeurs, généralement, ceux qui présentent, dans le cas de la PrimeRénov', des faux DPE ou qui font des faux travaux de rénovation énergétique, ils prennent du travail à des artisans sérieux. C'est une concurrence déloyale, c'est une forme de concurrence déloyale. Des artisans qui se forment, qui font des efforts pour faire un travail de qualité, qui paient leurs impôts. Donc, il n'y a pas seulement une question de récupérer de l'argent pour les caisses de l'État,
il y a aussi une question de justice et d'équité qui est très très importante dans cette affaire. Justement, vous parlez de DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. À lui seul, il est l'alpha et l'oméga de toute transaction ou projet de rénovation énergétique. Grâce à lui, on peut débloquer un certain nombre d'aides, dont le MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie. Et il y a une profession qui s'inquiète, ce sont les diagnostiqueurs immobiliers sur lesquels on tape dessus parfois injustement, depuis maintenant quelques temps, depuis l'émergence en réalité de MaPrimeRénov'. Et il y a un professionnel qui souhaiterait vous poser à vous, Daniel Labaronne, une question. C'est le moment de notre question pro. Quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre dans votre nouvelle loi antifraude pour les diagnostiqueurs qui s'amusent à changer une note après un professionnel sérieux du fait que le client n'est pas content de sa note ou en F ou en G? Que proposez-vous? Alors, ça, c'est une très bonne question. Moi, je suis beaucoup sur le terrain, en lien avec les artisans, les professionnels du bâtiment, et ils me posent ce type de questions. On sait qu'il y a de la fraude. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'empêcher? Je crois qu'il faut se doter de moyens technologiques. Il y a eu des propositions qui sont faites, notamment, par exemple, l'horodatage, pour bien identifier le moment où la soi-disant intervention a été faite. On peut imaginer aussi d'utiliser les outils de géolocalisation. Est-ce que la personne qui a soi-disant fait un DPE s'est bien déplacée au bon endroit pour établir véritablement un diagnostic? Parce qu'on sait bien qu'il y a des DPE qui sont faits à l'autre bout du monde. Tout à fait. Avec Google Earth, on repère la maison, elle est grande, elle est petite, elle date de quelle époque. On peut même contacter l'occupant pour lui poser quelques questions d'usage pour avoir de fausses vraies informations, pour faire paraître tout ça juste. Bien sûr. Donc, il y a des outils technologiques qu'il faut utiliser. Il y a sans doute la question de l'identification numérique de l'opérateur. On le fait sur les chantiers de BTP. Maintenant, tout travailleur sur un chantier de BTP a un numéro qui est enregistré. Et si un contrôleur demande le numéro d'identification de la personne qui est sur le chantier, et s'il n'en a pas, ou s'il a un faux numéro, tout de suite c'est repéré. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Nous, puissance publique, il faut qu'on se dote de moyens pour lutter efficacement contre ce type de fraude. Parce que le DPE, c'est le point de départ de tout. De tout, l'alpha et l'oméga. C'est le point de départ des travaux que l'on souhaite engager pour rénover sa maison, et c'est le point de départ des subventions. Et il se trouve que moi, au sein de la Commission des finances, je suis très très scrupuleux sur l'argent public. L'argent public, pour moi, il est sacré, et il ne doit pas être gaspillé, il ne doit pas être fraudé, il ne doit pas être torpillé par un certain nombre d'aigres-fins. Donc je souhaite que dans le projet de loi qui va être examiné courant de cette année sur la fraude fiscale, sociale, douanière et les aides publiques, on se dote de moyens performants pour lutter contre ce type de DPE frauduleux qu'évoquait votre interlocuteur. Parce que je me permets de le rappeler, cette loi anti-fraude, c'est une loi qui englobe toutes les aides publiques finalement. Ce n'est pas une loi exclusive sur MaPrimeRénov', c'est toutes des fraudes en tout genre qui concernent tout l'argent public en réalité. Bien sûr, sur l'apprentissage, sur le compte personnel formation, sur les DPE. L'imagination dans le domaine de la fraude, c'est un petit peu comme dans le domaine du dopage. Cette imagination, elle est débordante. Et peut-être que l'action publique a un peu de mal à s'adapter, et peut-être que la puissance publique a toujours un petit temps de retard. Bon. Mais on est conscient du problème. On n'est absolument pas dans une sorte de monde merveilleux où tout le monde se comporterait bien, ne tricherait pas. Non, ça, on sait que c'est pas vrai, ça. C'est pas possible. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien une société vertueuse, où tout le monde se comporte de manière honorable. Bon, c'est pas le cas. Donc,
il faut qu'on se dote de moyens de contrôle, de vérification, d'identification, de géolocalisation, pour être sûr que la personne qui a fait un DPE, eh bien, ce soit un vrai professionnel et quelqu'un qui donne des conseils très, très, très avisés. C'est une nécessité absolue, à la fois pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, pour des raisons d'équité et de justice sociale. Surtout les moyens que vous venez de citer sont des moyens finalement qui coûteraient rien pour les organismes certificateurs qui qualifient ces diagnostiqueurs. On parle d'horodatage de géolocalisation. Aujourd'hui, lorsqu'on prend une photo avec un smartphone, elle est horodatée, c'est-à-dire qu'il y a la date à laquelle elle a été prise, l'heure, et on ne peut pas le modifier, et elle est géolocalisée. Parce que si on fait un Google Maps, on voit exactement où on a pris la photo. Mais si vous voulez, avec les moyens de l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas possible de traquer un fraudeur. Enfin, non. On a tous les outils. Il faut être plus malin, en définitive, que les fraudeurs. Et moi, je pense que le projet de loi qui va être examiné va aussi faire preuve d'imagination. Voilà. On sait, moi, je me souviens, quand on a examiné en 2018, j'étais rapporteur pour ma formation politique du projet de loi sur la fraude fiscale, sociale et douanière, ce fameux projet de loi qui a fait sauter le verrou de Bercy. Alors ça, c'était une affaire terrible. Bon, enfin, je passe les détails. Eh bien, on était jeunes, hein, on était moins rodés, si je puis dire. Aujourd'hui, notre niveau de connaissance des techniques de fraude... Combler ce fameux retard, finalement. Oui, on a acquis de l'expérience, on est peut-être un peu moins naïf, et en tous les cas, je crois qu'on est beaucoup plus efficace. Je rappelais les 15 milliards d'euros de recouvrement liés à la fraude. Est-ce qu'on peut alors espérer l'utilisation de ces moyens que vous venez de décrire dans le projet de loi antifraude, finalement ? On va les porter comme d'autres dispositifs liés, je le disais, aux questions de l'apprentissage ou du compte personnel de formation, liés au crédit d'impôt, service à la personne. Il y a quand même quelque chose d'incroyable. C'est que le diagnostiqueur immobilier, en faisant un DPE, en émettant un rapport, émet un document qui est opposable. Et c'est la seule profession aujourd'hui en France qui émet un document opposable sans pouvoir vérifier son identité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut débarquer chez vous, vous ne savez pas qui il est. Est-ce qu'il est diagnostiqueur? Est-ce que c'est votre voisin? Est-ce que c'est un voleur? C'est quand même incroyable. Ouais. Alors, rappelons quand même que nous avons instauré le tiers de confiance, s'agissant des diagnostiqueurs. Rappelons également que les collectivités locales peuvent mettre à disposition gratuitement des usagers des diagnostiqueurs. Moi, dans mon département, en Indre-et-Loire, il y a un organisme financé par le conseil départemental qui vient chez les particuliers et qui fait un DPE, bien sûr avec un professionnel dans ce domaine, et c'est gratuit. Alors, bien évidemment, pour les professionnels des DPE, c'est un peu embêtant. Tout à fait, c'est une forme de concurrence déloyale aussi. Oui, mais en tous les cas, ça rassure considérablement les propriétaires. Mais comment je vérifie si ce professionnel ou si d'autres personnes peuvent pas se faire passer pour ces personnes? Alors, comment je vérifie? Parce qu'il y a des propositions telles que le QR code. Oui. La personne se présente chez vous, je flash le QR code qui est rentré dans les mœurs aujourd'hui, on le sait, avec le Covid qui est même maintenant repris sur des factures d'énergie, sur nos documents du type permis de conduire et bientôt à la carte nationale d'identité. On peut imaginer une sorte je flash le QR code, je sais qui il est. Oui, on peut imaginer une sorte de carte d'identité professionnelle avec un QR code que devrait présenter le diagnostiqueur à la personne qui veut bénéficier d'un diagnostic. Et simplement en flashant le QR code, avoir une certification publique qui émanerait des services de l'État et être ainsi rassuré. Alors, ça pose ensuite la question de l'usurpation de cette carte d'identité, mais enfin, s'il y a la photo, si vous ajoutez cela, l'horodatage, la géolocalisation, additionné à cela, je pense qu'on peut éradiquer quasiment 100% des fraudes. On a... J'en suis intimement persuadé, et peut-être que, d'ailleurs, en travaillant avec la profession des diagnostiqueurs, on peut élaborer des outils
où on peut réfléchir à des outils techniques, à introduire dans une proposition de loi contre la lutte, pour ce type d'activité. Et là, ça suppose donc une très large concertation là, avec les on parle professionnels. des diagnostiqueurs, mais tout ce dispositif peut se transposer à d'autres filières. Bien évidemment. C'est là où c'est intéressant. Bien évidemment. Bien évidemment. Je parlais des services à la personne. Un jardinier vient chez vous en disant bah, écoutez, vous pouvez bénéficier de 50% de crédit d'impôt sur mes prestations. Qu'est-ce qui me garantit que c'est vraiment un jardinier? Aucune garantie. Bon. Comme n'importe quelle personne qui toque chez vous pour vous vendre un aspirateur ou vous ramener votre cheminée ou vous changer votre toiture. Bon, on a tous connu ça. Je crois que, certes, il y a la question des diagnostiqueurs, mais il y a un champ très très vaste d'acteurs qui peuvent se prévaloir d'aides publiques sans en avoir les compétences. Et donc, il faut qu'on se dote d'outils d'identification, de vérification, de contrôle, de la qualification des opérateurs qui viennent chez vous. Voilà. Parce que derrière, comme on le disait tout à l'heure, ça enclenche les travaux que vous allez faire. Et donc, si vous choisissez un mauvais professionnel, c'est très embêtant pour vous. Mais ça enclenche des subventions. Et si vous recrutez un aigre fin, eh bien c'est de l'argent public qui est gaspillé. Voilà, donc on a à la fois un impératif moral, un impératif éthique, voilà, s'assurer que la personne est la personne compétente pour faire ce pourquoi elle prétend intervenir chez vous. Et puis, c'est un moyen de lutter contre la fraude fiscale. Voilà, donc moi, dans cette affaire-là, je suis très très à l'aise. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis sans doute celui qui pleure à chaque fois qu'il y a des dépenses publiques supplémentaires, à chaque fois que la dette publique augmente, et à chaque fois qu'il y a des fraudeurs qui passent à travers les mailles du filet. Donc en parlant des professionnels de cette filière, vous savez qu'en tant que fédération, on reçoit des signalements, on reçoit des témoignages. Donc il y a des professionnels qui souhaitaient vous faire part de certaines questions. On en a eu une, mais d'autres professionnels ont préféré vous montrer des documents, des images, plutôt que de vous poser une question, parce qu'ils estiment qu'une image vaut 1000 mots. Regardons ces images. Voilà, j'allais vous proposer, on va regarder ces images, et puis vous allez nous donner votre ressenti. Je vais crier, sans doute. Sans doute, ça vous allez le découvrir dans quelques instants. Je vais vous montrer dans ces images. Alors, je vais vous la décrire pour vous... Tarif sans déplacement, ça c'est génial ça. Voilà, donc on a un prospectus pour des diagnostics de performance énergétique et vous avez deux tarifs. Vous avez un tarif avec déplacement qui est un peu plus cher que le tarif sans déplacement. Forcément. C'est une pub qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, dans des journaux de quartier. Et ça étonne beaucoup de professionnels. C'est comme si un livreur de pizza vous disait il y a deux tarifs. Un livreur de pizza qui livre des pizzas, qui disait il y a deux tarifs, un tarif sans déplacement, sans livraison et un tarif avec livraison, alors qu'il est livreur de pizza. Donc je rappelle que le DPE nécessite un déplacement obligatoire. Donc si je choisis le tarif sans déplacement, à 130 là, euros, il est dans la fraude caractéristique. Je fais comment mon DPE sans déplacement? Moi, c'est ça que je cherche à comprendre. Mais ces solutions, il n'y a qu'à faire un signalement auprès de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Donc ça, c'est la marche à suivre pour les professionnels qui subissent une concurrence déloyale de la sorte, ou les usagers des diagnostics qui tomberaient sur ce genre de choses. Bien sûr, vous faites un signalement. Et là, d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un site internet où vous pouvez envoyer un fichier directement. Et non, je vous signale cette publicité. Tout à fait. Je vais vous en montrer une autre. Je vais vous en montrer trois. Je ne vais pas vous en montrer beaucoup parce que je pense que ça c'est original quand même. C'est original. Donc là, on a... c'est original. C'est culotté. C'est culotté parce que... Oui. Ouais. Alors là, on a le même genre de pub, donc un autre diagnostiqueur, bureau d'études. Et lorsqu'on regarde ses coordonnées, il indique être à Oujda, donc au Maroc. Oujda, c'est très joli, mais... Mais il indique faire des DPE, des audits énergétiques, sur la base de logiciels reconnus par le ministère de la construction, donc la DHUP. Mais il fait ça, on l'a contacté, on s'est prêté au jeu, il fait ça Oujda, c'est même écrit là, d'accord. Au Maroc. Donc comment
sachant qu'un DPE nécessite obligatoirement un déplacement, comment on peut faire ça depuis le Maroc? Et forcément, s'il n'y a pas de déplacement, il va être forcément moins cher que les professionnels qui, eux, sont formés et certifiés, qui se déplacent, qui font le job. Hein, Alors là, c'est spécialiste des études thermiques et des audits énergétiques. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va vous faire un DPE. L'audit énergétique, en fait, c'est ce qui permet, comme le DPE aussi, de débloquer des aides. Dans le cadre de ma prime ouais. c'est ou un DPE ou un audit énergétique. Ouais. C'est exactement la même chose. Non, mais c'est pareil, ça. Vous envoyez cette photo à la Direction générale de la concurrence et la répression des fraudes. Point barre. Enfin, il y a des services... Mais vous comprenez que les professionnels, hormis faire des signalements et que ce genre de société mais envoyez ça cesse leur activité, mais en recrée d'autres avec une nouvelle entité et continue la concurrence déloyale, vous comprenez que les professionnels aussi, on en a marre. Et qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place les solutions que vous venez de décrire, qui, pour moi, éradiqueraient à 90%. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas besoin du projet de loi pour lutter contre la fraude et les aides, enfin, la fraude aux aides publiques, pour gérer ce type de problème. On a déjà les outils pour gérer ça. Oui, mais pour mettre cette société hors d'état de nuire, visiblement, ça a l'air simple. On fait un signalement et puis au bout de quelques mois, quelques semaines, on imagine... Oui, mais ils recréent des sociétés. Vous voyez, ils recréent des sociétés et ils recommencent. J'entends bien. Mais du coup, ils vont être obligés de faire à nouveau de la communication. Par exemple, c'est un exemple. L'eurodatage et la géolocalisation, ce type de société peut déjà plus travailler. Ça, c'est déjà plus possible. Non, mais vous êtes bien d'accord que si c'est envoyé à la direction de la répression des fraudes, ce site va fermer. Il y en a un autre qui va se créer, mais il va falloir qu'il communique. Et donc, il va falloir qu'il donne un numéro de téléphone et qu'il se localise de nouveau quelque part. Donc, voilà, en permanence, il faut... Je passe le message à des professionnels qui m'ont transmis ces photos, c'est... Ouais. De toute façon, ils fermeront, ils continuent, ils rouvrent. Bien sûr, et en attendant, nous, on est les dindons d'affaires, on paye des formations, on se conforme à la loi, on paye des certifications, et ça continue. J'entends bien, mais vous avez dans les 577 circonscriptions de France et de Navarre un député à qui vous signalez le problème, et c'est à lui d'intervenir. Soit auprès de son sous-préfet, soit auprès de son préfet, soit auprès de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Je vais vous montrer une dernière photo. Toute dernière photo. Il y a des outils, hein, déjà. Alors, cette photo, elle émane du site internet d'un prestataire DPE audit énergétique. Je vous la décris, hein. Donc c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, donc vous êtes bien au fait sur le sujet, c'est Google Earth, et puis une modélisation via un logiciel DPE et d'audit énergétique qui en fait a récupéré les données de Google Earth pour modéliser son diagnostic et faire en sorte que c'est un vrai diagnostic, pour que lorsque la personne l'a entre les mains, elle se dit « Oh mais en fait, il s'est vraiment déplacé », alors qu'il ne s'est pas déplacé, il a juste récupéré les coordonnées GPS, la photo de la maison, la forme de la maison, etc., donner une espèce de semblant de vérité. Et au final, on a un faux DPE qui va permettre le déblocage d'argent public. Bon, écoutez, envoyez-moi ces 3 publicités qui me serviront, moi, comme support pour dire, mais voilà, des exemples de fraude caractéristiques. Et je ne doute pas que le cabinet du ministre me dira, mais est-ce qu'il y a eu un signalement auprès de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes ? J'espère que oui. La DGCRF, d'après les professionnels, fait son travail. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un signalement, elle met en quelques mois ces fraudeurs hors d'état de nuire, sans aucun problème. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne plus que ça se reproduise? C'est ça la question. J'entends bien. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les outils permettant d'être sûr que le diagnostiqueur s'est déplacé, est venu sur place. Voilà. Ça, c'est déjà une condition sine qua non. Bon. Donc les identifications numériques, la géolocalisation, l'eurodatage, bon, ça ce sont des éléments qui me paraissent importants, qui est la preuve d'un déplacement. Ça réglera peut-être pas tous les problèmes, mais déjà ça va éliminer cela. C'est la peur du gendarme, parce que on a sorti un texte qui va rentrer en application au 1er juillet, où on a complètement relevé les compétences du diagnostiqueur, c'est-à-dire qu'on lui demande 2 fois plus d'heures de formation, des examens plus difficiles, avec un taux de réussite plus difficile, mais on ne met rien contre la fraude. C'est-à-dire, pour donner une image aux observateurs, c'est-à-dire que c'est comme si vous mettez des panneaux 50 km/h partout, mais pas de radar, vous dites vous-même pas de gendarmes. Vous dites vous-même que la répression des fraudes fait son boulot.
Donc, Après signalement. mais oui, Après signalement, mais ça ne nous empêche forcément. pas de recommencer via d'autres structures Forcément. nouvellement Mais créées. oui, mais C'est il un faut, peu, il faut la manifestation de la preuve. Là, on a la preuve, donc il peut y avoir une action qui est engagée. Il peut même y avoir une identification des promoteurs de ce type de site qui peuvent être ensuite poursuivis pénalement. Donc il y a un arsenal juridique qu'il faut sans doute renforcer. Il faut sans doute se donner davantage de moyens, des moyens de prévention, d'identification, de contrôle et bien évidemment de sanctions et de saisie des avoirs de ces gens-là. Tout ça est bien compris, bien identifié, et il y a déjà des acteurs qui sont en charge de lutter contre ce type de publicité mensongère. Il faut sans doute encore aller plus loin. Et le projet de loi va permettre cela. Ceci étant, c'est vrai qu'on sera toujours amené à courir après les fraudeurs. le risque zéro mais oui, n'existe pas. mais On est au courant que 100% de la fraude ne sera jamais éradiquée. En se dotant d'instruments techniques, peut-être même avec de l'intelligence artificielle, on peut imaginer que toutes les pubs liées au BTP soient scannées, Tout à fait. Il existe qu'il y ait de déjà des l'intelligence logiciels, par artificielle, exemple, qui évidemment, peuvent de repérage. recouper les résultats d'un DPE en fonction des caractéristiques techniques de la maison et ils peuvent tout de suite sortir s'il y a une anomalie flagrante ou pas. Ça existe déjà. Mais bien évidemment, bien évidemment. Ouais. Donc ça, à mon avis, dans 2 ans, dans 1 an, parce que ça va très vite, on n'en parlera plus. Ben, c'est tout ce que souhaitent les acteurs de la filière. Pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez leur dire vis-à-vis de ces pratiques déloyales, qui, je rappelle, ces professionnels qui ont été matraqués par les médias injustement par la faute de ces gens. Ce sont ces gens, en réalité, qui faisaient des DPE différents sur un même bien, des personnes qui achetaient un bien, qui se disaient « bon, j'ai une consommation convenable, mais… » Au bout de 3 mois d'utilisation, cette consommation n'avait rien à voir et se retrouver dans des situations pas possibles. Ouais. Quel est le message que vous allez adresser à ces professionnels qui, exercent consciencieusement? Le message en 3 points. 1, nous sommes conscients des problèmes. 2, il y a déjà des moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre ce genre de publicité mensongère. Et 3, nous allons renforcer ces moyens en misant sur l'intelligence artificielle et sur des nouveaux outils numériques de vérification, d'identification et de contrôle des opérateurs. Et donc, peut-être que ça ne va pas assez vite, mais on a déjà mis en place des outils et on va les renforcer à l'occasion de ce projet de loi de lutte contre la fraude fiscale, sociale, douanière et les aides publiques. Donc, on y va, on est aussi malin que les fraudeurs et ce genre de fraude devrait s'éteindre. C'est à la fois une exigence de justice sociale, d'équité à l'égard des bons professionnels. C'est aussi un moyen de récupérer de l'argent dans les caisses de l'État. Belle conclusion. Daniel Labaronne, merci d'avoir répondu à nos interrogations pour le grand débrief de la transition énergétique. Quant à nous, on se retrouve pour notre prochain numéro.